Loin de moi l'idée de raccourcir le curriculum vitae des deux prochains présentateurs, mais je vais devoir un tout petit peu accélérer. Donc, on a l'honneur de recevoir Geneviève Cusson, qui est orthopédagogue à la commission scolaire des Laurentides, et Stéphane Pipon, directeur de l'école Saint-Joseph de la commission scolaire des Laurentides. Alors, le projet co-enseignement, en fait, rapidement, dans les années 2010, comme plusieurs écoles de tout le Québec au complet, l'école Saint-Joseph, qui est une école primaire, s'est engagée dans la mise en œuvre du modèle RAI, donc avec les 3 paliers tels qu'on les connaît. Donc, avec le dépistage au travers des paliers pour cibler les élèves qui présentaient des difficultés. On essayait aussi de mettre en place des pratiques enseignantes probantes, c'est-à-dire un enseignement systématique du plus simple vers le plus complexe, d'un enseignement ciblé, donc sur les composantes de lecture, écriture et mathématiques, évidemment un enseignement explicite, et le tout qui s'inscrivait aussi à haute fréquence et sur une durée déterminée. Malheureusement, on trouvait qu'il y avait de faibles retombées du modèle, tant sur les élèves, sur la réussite des élèves que sur les pratiques enseignantes. Alors, on continuait à se questionner, à savoir comment on pourrait favoriser des pratiques plus inclusives en salle de classe. Et la solution à cette problématique fut le projet de co-enseignement. Le projet co-enseignement est fondé sur 4 assises importantes. Dans un premier temps, le décloisonnement des groupes. Chacun des groupes de l'école est séparé en 3 catégories ou en 3 parties, à savoir les élèves en échec, les élèves vulnérables, 60 à 68 et les élèves non vulnérables, au-dessus de 68 Les élèves en échec sont vus par l'orthopédagogue, les élèves vulnérables sont vus par leur titulaire, qui les connaît les mieux, et les élèves non vulnérables sont vus par la deuxième assise, qui est l'enseignante surnuméraire. L'enseignante surnuméraire, c'est une enseignante qui est embauchée, qui n'a pas de groupe attitré. Elle a un poste, par contre, pour assurer une continuité. On a réussi à créer un poste avec nos mesures budgétaires. C'est la deuxième assise. La troisième assise, ça repose sur une planification collective. Vous allez voir, l'année est séparée en 5 blocs de co-enseignement et avant chacun des blocs, les enseignants du même niveau sont libérés ensemble avec l'orthopédagogue pour planifier ce qui va être enseigné durant les 8 semaines du bloc. Alors concrètement, comment cela se traduit? En fait, c'est qu'il y a un enseignement de premier palier, donc un enseignement plus sur des pratiques efficaces en salle de classe par l'enseignant titulaire pour l'ensemble de ses élèves. Suite à quoi, il y a un dépistage des élèves qui présentent différents niveaux de difficulté et il y a une planification collaborative qui se fait. Et ensuite, on passe... Oups, excusez-moi. Ensuite, on s'en va vers le décloisonnement, alors où la classe est divisée en 3 sous-groupes. La co-enseignante travaille avec les élèves qui n'ont pas de vulnérabilité. Elle fait principalement de l'enrichissement. L'enseignante titulaire travaille auprès des élèves vulnérables et fait des interventions de deuxième palier. Et l'orthopédagogue travaille avec les élèves qui présentent de plus grandes vulnérabilités pour des interventions rééducatives. Tout ça va s'incarner dans une planification globale annuelle. On va extraire les données de l'année précédente et nous, on s'assoit, on conçoit la planification globale, on regarde français, mathématiques, les compétences où il y a eu le moins grand taux de succès. On va planifier donc 5 blocs de co-enseignement. Chacun des blocs, c'est un des rectangles. Vous avez les niveaux et vous avez la compétence, soit en français, soit en mathématiques, qui va être touchée par les 8 semaines du bloc. Les blocs sont séparés par des zones, là, vous voyez, ils ne sont pas jumelés. Les zones représentent les moments où l'équipe école est libérée par niveau avec l'orthopédagogue pour planifier les interventions de niveau 1 et de niveau 2. On crée aussi donc la planification globale annuelle, mais il y a aussi une planification, donc un horaire à chaque semaine. Sur l'horaire que vous voyez, tout est là. On a 2 co-enseignantes à l'école, donc les périodes de co-enseignement sont là, les périodes de francisation sont là, tout est là. Ce qu'il faut savoir, puis on parle de temps, la particularité, c'est que les périodes de co-enseignement, on vise une récurrence. Donc, chacun des groupes a 3 périodes par semaine. Ce sont des périodes de 40 minutes et non pas de 60 minutes. Pourquoi 40 minutes? Parce qu'on a prévu un 10 minutes de déplacement avant la période et un 10 minutes après la période. Donc maintenant, les impacts que le co-enseignement a eu à l'école. Donc les impacts sur le service à l'élève.
D'abord, il y a une prise en charge maintenant continue des élèves vulnérables par la titulaire, donc un réinvestissement aussi des connaissances sur les élèves qui est réinvesti dans les autres moments d'enseignement dans la semaine. Il y a un désengorgement du service d'orthopédagogie, ce qui a permis aussi à l'orthopédagogue d'assurer un suivi des élèves plus vulnérables. Ah, zut, j'ai le doigt qui revient. Il y a une atteinte et même un dépassement des objectifs de la convention de gestion. Et il y a une cohérence de l'enseignement qui s'est installée dans l'école. Il y a un développement d'un vocabulaire commun aussi. Au niveau des enseignants, on parle de pratiques collaboratives favorisant la formation continue, partage de la planification de l'enseignement et l'évaluation des élèves, surtout une uniformisation des pratiques enseignantes étant libérées au niveau des niveaux. Il y a une uniformisation des pratiques enseignantes, tant de niveau 1 que de niveau 2, et aussi l'uniformisation des évaluations par niveau en français et en mathématiques. On parle de meilleure connaissance des difficultés des élèves, des besoins, fonctionnement cognitif, et un sentiment de compétence et effet enseignant renforcé. Quelques citations qu'on ne lira pas, mais ce sont des citations d'enseignantes qui pratiquent le co-enseignement. Les effets sur l'élève maintenant. Donc, l'élève bénéficie maintenant d'un enseignement qui est plus cohérent de la première à la 6e année. Par exemple, les stratégies de compréhension de lecture sont les mêmes de la première à la 6e année, mêmes affiches, mêmes images, même vocabulaire utilisé aussi. Donc, l'élève bénéficie aussi d'interventions qui respectent davantage ses besoins et son rythme d'apprentissage, développe une plus grande proximité avec l'enseignante et on voit aussi des effets bénéfiques sur les résultats tant en mathématiques qu'en français. Parlant des effets bénéfiques, bien, la prochaine, ouais, voilà. Donc, vous avez l'année 2013-2014 qui était l'année précédant l'application du co-enseignement. On parle de la réussite globale des élèves, donc à savoir les élèves qui ont plus de 60%. Si on prend la lecture comme échantillon, bien, en 13-14, on avait 71% de réussite en lecture. L'année dernière, avec le co-enseignement, donc instauré depuis 14-15, on a monté à 79% de réussite au niveau global en lecture. Ça, c'est toute l'école comprise. Maintenant, au niveau de la strate des élèves qui sont non vulnérables, bien, si je prends encore, bien, je vais prendre l'écriture. Donc, avant le co-enseignement, 87% de nos élèves n'étaient pas vulnérables, donc avaient 69% et plus. Et l'année scolaire dernière, de 17-18, on est monté à 94% de nos élèves qui n'étaient pas vulnérables, donc 69% et plus. Donc, pour mettre le projet co-enseignement en place, il y avait quand même quelques facteurs à considérer pour que ça réussisse bien. D'abord, toutes les décisions sont prises en équipe à partir des données issues des élèves, donc dépistage, résultats scolaires. Le tout se fait dans une communication ouverte et respectueuse. On avait préalablement aussi développé une vision commune qui visait la réussite de tous les élèves et on avait déjà établi des objectifs très précis. Les rôles avaient été bien détaillés avant la mise en place du co-enseignement et l'équipe école avait accepté de participer à ce projet-là. Évidemment, ça s'inscrit nécessairement dans des pratiques collaboratives, sinon il n'y aurait pas possibilité que cela fonctionne, donc les temps de libération et de travail collaboratif. Enfin, il y a un accompagnement qui se fait à l'interne par les orthopédagogues, certaines enseignantes, l'expertise de certaines enseignantes, mais aussi à l'externe pour assurer l'utilisation de pratiques probantes tout au long du déploiement du projet.